Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Alors on commence cet épisode d'Actu Territorial avec un article sur le site The Conversation, en bon français avec un bon accent. D'ailleurs, en fait je sais jamais comment on dit, si on dit The Conversation ou si on le dit à l'américaine. Donc dis-moi en commentaire comment faut le dire parce que je sais jamais comment le prononcer. Donc l'article c'est sur les municipales de 2020 et sur le recours au numérique pour une campagne sans contact. L'auteur Anaïs Thévieux est spécialiste de cette question du politique, des campagnes électorales par l'outil numérique. Et là, forcément, vu les conditions sanitaires, le second tour, tu le sais, est très numérique. On a eu des déclarations, notamment de ministres, sur le fait que cette campagne pour le second tour était essentiellement numérique. Donc bon, au début, on a un rappel un peu de tout cet historique, mais l'auteur nous rappelle trois choses différentes. Le premier, c'est que le numérique n'est pas un outil si nouveau que ça en campagne électorale, donc elle nous fait un rapide historique d'élections pas très vieilles, où déjà l'outil numérique était mis en avant, avec par exemple la plateforme Désir d'avenir de Ségolène Royal en 2017, en 2012 aussi avec l'essor des réseaux sociaux de Facebook, Twitter par exemple, et puis plus récemment avec, donc elle prend l'exemple de Jean-Luc Mélenchon, mais des chaînes YouTube politiques, il y a d'autres politiques qui ont créé leur propre chaîne YouTube et qui participent comme ça à cet essor de la campagne électorale, même en dehors, on va dire, des périodes électorales, mais ça participe à leur image et donc à leur potentielle élection ou réélection. Et donc le numérique apparaît comme un des nouveaux acteurs, enfin un des nouveaux outils plutôt des campagnes, mais ça fait déjà quelques années, disons que là, dernièrement, ça monte en puissance. Et puis on nous dit aussi que le numérique n'est pas déconnecté du terrain. Souvent le numérique c'est une plateforme pour montrer ce qu'on fait sur le terrain. Donc ça peut être par exemple une réunion publique qu'on va filmer et qu'on va mettre sur YouTube. Donc on peut pas forcément, c'est pas forcément intelligent de déconnecter d'un côté ce qui se fait sur le numérique et de l'autre côté ce qui se fait dans la vraie vie, puisque souvent il y a quand même une interconnexion entre les deux. C'est vraiment un résumé rapide que je te propose, bien sûr tu peux aller lire l'article si tu veux avoir plus de détails. Et puis en dernier, le point principal pour moi, c'est les limites d'une campagne en ligne. On nous rappelle que y a une fracture générationnelle et une reproduction des inégalités. Et c'est vrai que on a quand même une génération plus jeune qui est plus à l'aise avec les outils numériques, qui a tendance en plus à s'informer directement sur le web et non pas à la télévision, donc sur d'autres médias, ou d'aller directement dans les réunions publiques lors des campagnes électorales par exemple. Et puis ça reproduit les inégalités, dans le sens où sur Internet on est quand même fiché, entre guillemets, on a le contenu qu'on nous adresse et pas forcément neutre. Je pense par exemple aux algorithmes sur YouTube. Si tu aimes par exemple une chaîne d'information plutôt alternative, donc par exemple le média, qui va être assez dur avec le pouvoir en place, qui va faire des enquêtes, puis qui s'affiche clairement comme un opposant au pouvoir actuel, eh bien tu vas avoir dans tes propositions, dans ton fil de vidéos proposées par l'algorithme YouTube, tu vas avoir plutôt des politiques qui sont en opposition à cette politique. Tu vas avoir des opposants, on va te proposer ce type de vidéo contenu et on va moins te proposer des vidéos de contenu qui font la promotion des politiques actuelles menées par le gouvernement. Donc le web n'est pas neutre dans ce sens-là, par le biais des algorithmes, donc ça pose quand même un problème en termes d'information pour des campagnes électorales. Donc voilà, c'est un résumé très rapide. Évidemment, l'article est plus complexe que ça. Si tu veux aller le lire, bien sûr, tu peux aller approfondir tout ça. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos de l'allocution d'Emmanuel Macron sur la suite du déconfinement. Bon, bien sûr, l'article revient sur les principales informations. Bon, tu as dû les voir, donc je vais pas m'attarder dessus, sur la réouverture des écoles pendant 2 semaines, notamment avec ce côté obligatoire pour les élèves de revenir à l'école. C'est cette espèce de retour à la normale avec beaucoup de guillemets, notamment dans les écoles. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est plus sur les libertés et les responsabilités inédites proclamées par le président de la République. L'idée, c'est d'aller au plus près du terrain. Il nous indique notamment dans ce discours que l'organisation de l'État doit profondément changer, que tout ne peut pas être décidé si souvent à Paris,
Face à l'épidémie, les citoyens, les entreprises, les syndicats, les associations, les collectivités locales, donc ça nous intéresse particulièrement, les agents de l'État dans les territoires, ont su faire preuve d'ingéniosité, d'efficacité, de solidarité. Bon, déjà ça c'est un constat de dire, bon, les personnes qui sont dans les territoires, que ce soit par des échelons décentralisés, ce qui nous intéresse nous, hein, les collectivités, ou par des agents déconcentrés, donc des agents de l'État mais sur les territoires, ou d'autres agents, des entreprises, etc., ont su faire preuve de réactivité dans cette crise, et pour lui, il faut aller plus loin. Donc là, bien sûr, on se demande s'il n'y a pas plus de décentralisation à venir, en tout cas des projets qui iront peut-être un peu plus loin dans cette décentralisation. Et dans ce sens, cette semaine, il a dû recevoir Région de France et l'Assemblée des départements de France pour discuter de tout ça. Et il nous dit même qu'il veut ouvrir le pays à une page nouvelle, donnant des libertés et des responsabilités inédites à ceux qui agissent au plus près de nos vies. Donc voilà, et puis il cite les hôpitaux, les universités, les entrepreneurs, les maires, donc ça nous concerne directement, et d'autres acteurs essentiels. Bref, on voit là qu'il y a un nouveau projet qui se lance. On verra si c'est juste de l'effet d'annonce ou s'il y a des vrais changements derrière, mais en tout cas on devra en savoir plus, notamment courant du mois de juillet. Donc bien sûr, on en parlera dans les actus territoriales. Ensuite, une interview très intéressante sur la lettre du cadre.fr de Jacques Priol, qui, le sujet c'est la big data, hein, la collecte des données, notamment dans les projets de villes intelligentes, les smart cities. Je t'en parle à nouveau régulièrement en ce moment, après t'en avoir parlé aussi assez souvent en 2018-2019, parce que c'est quand même au cœur de ce que pourrait être la ville du futur. On voit bien qu'il y a des avancées, il y a aussi des reculs, par exemple avec Toronto, hein, avec le projet de Google qui tombe à l'eau. Hein, Google a jeté l'éponge dans ce projet de création de méga quartiers intelligents à Toronto, où la gestion des données était vraiment au cœur des problématiques. Hein. Je t'en ai fait part là en 2018-2019, on avait déjà pas mal parlé. L'idée de confier toutes les données des habitants à Google n'était pas forcément très bien vue par les associations d'habitants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le projet avait été revu dans le sens de plus de contrôle par les citoyens. Bon, Google n'a pas dit que c'était à cause de ça qu'ils abandonnaient le projet, ils ont dit que c'était à cause de la crise du Covid-19. Bon, on saura probablement jamais la vérité, mais en tout cas, ils ont jeté l'éponge. Mais ça pose quand même plein de questions, même si ce projet n'a pas abouti. Déjà, c'est pas sûr à 100% que ce soit une bonne nouvelle. Hein. Il y a aussi des arguments pour ce type de projet, mais simplement, ça pose la question du contrôle de ces big data, de ces données. Et c'est ce que nous dit Jacques Priol, c'est qu'il y a une véritable responsabilité du traitement des données, hein, et il faut vraiment mettre cette question au cœur des réflexions. Et l'idée, c'est de se dire, on ne doit pas subir les algorithmes, hein, d'avoir comme ça une ville intelligente qui nous dépasse un peu, on ne sait pas trop ce qu'elle collecte, à quel moment, dans quel but, etc. Au contraire, il faut partir de ce qui serait utile avec cet outil numérique. Hein, le fait de collecter des données, notamment en matière de consommation d'énergie, ça peut être tout à fait intéressant, dans un cadre bien sûr bien contrôlé par la population. Donc en ce sens, il ne faut pas forcément diaboliser l'essor comme ça des données collectées par soit des entreprises, soit par la puissance publique. Mais dans tous les cas, il faut qu'il y ait une vraie utilité, que ce soit clair pour la population et surtout qu'il y ait des moyens de contrôle. C'est pour ça que la position de l'auteur ici est vraiment intéressante tout au long de l'interview. D'un côté, il n'y a pas une diabolisation de l'outil numérique, hein, de la récolte des données, et de l'autre côté, il n'y a pas non plus une idéalisation de l'outil. C'est vraiment c'est simplement de se dire on a un outil, c'est comme un outil de la vie de tous les jours, je sais pas moi, un marteau par exemple. Avec un marteau, tu peux participer à la construction de quelque chose de bien, je sais pas, un cabanon ou un truc comme ça qui est utile à ta vie de tous les jours, mais tu peux aussi tuer quelqu'un. Donc voilà, c'est pas forcément l'outil qui est à blâmer, mais plutôt l'usage qu'on en fait et l'objectif qu'on a avec cet outil. Donc voilà, l'article va beaucoup plus loin que ce que je viens de te dire. L'interview est très complète, je te laisse vraiment aller le lire. Pour moi, là, pour l'instant, c'est l'article, de ces 3 premiers articles, en tout cas, c'est celui que je te recommande vraiment d'aller lire, hein, plus en détail, de prendre un peu de temps, parce que déjà, c'est complet. Et en plus de ça, c'est un sujet qui revient à la mode, je trouve. Hein, on a de plus en plus d'articles sur ce sujet-là, après une période un peu morte pendant quelques mois.
Là, ça revient sur le devant de la scène, donc évidemment, tous les membres de jury potentiels lisent les mêmes sites, la lettre du cadre, le courrier des maires, etc. Donc si on a ce sujet qui revient sur le devant de la scène, bon, c'est potentiellement des questions d'oral aussi, donc à maîtriser et à réfléchir de ton côté si on t'interroge là-dessus. Ensuite, un article sur la Gazette.fr à propos d'une proposition d'un député de la majorité sur la réorganisation du calendrier électoral. En effet, pour lui, donc c'est Christophe Géretti, pour lui, il faudrait regrouper les 3 élections locales, donc les élections régionales, départementales et municipales, le même jour, parce que selon lui, il y a trop d'élections. Il y a certaines années, on a plusieurs élections, pour lui c'est trop récurrent, on passerait notre temps à voter. Il y aurait 2 arguments qui feraient que ce serait une bonne idée. Ce qu'on nous dit là dans l'article, c'est que la première raison, ce serait que ça ralentit le fonctionnement de la territoriale quand il y a une élection, puisqu'il y a des interconnexions entre les différents niveaux de collectivité. C'est vrai que si chacun est autonome vis-à-vis des autres, par exemple les départements ne sont pas les chefs des communes, il y a des interactions. Si tu travailles déjà en collectivité, tu vois de quoi je veux parler. Dans le cadre de certaines aides, par exemple, il y a une action conjointe de 2 ou 3 niveaux de collectivité. Donc de toute façon, on bosse avec les autres niveaux de collectivité. Et c'est vrai qu'en temps d'élection, il peut y avoir des petites interférences, une petite baisse d'efficacité. Bon, après, moi, mon petit niveau de ce que j'ai vu, c'est vraiment à la marge. C'est pas forcément quelque chose qui rentre en compte. Après, peut-être que toi, tu as des exemples dans ton travail plus concrets. Et puis, la seconde raison, c'est le fait que ça éloignerait la population de cet acte de vote, de cet acte civique. Derrière, l'auteur de l'article nous dit qui n'a pas entendu une fois dans sa vie des phrases comme on vote pour qui, pourquoi, encore une élection. Bref, là, il fait référence au fameux millefeuille territorial, au fait qu'on ne sache plus trop pourquoi on vote. Du coup, cette proposition peut faire sens pour un certain nombre de personnes, mais personnellement, sans dire que je suis 100% contre, voilà, ça me fait réfléchir évidemment, mais là, comme ça, de prime abord, ce que je me dis, c'est que sous couvert d'avoir un millefeuille territorial compliqué, où les gens savent plus ce que font les départements, les régions, etc., je suis sûr que tu as déjà entendu dans ta vie quelqu'un confondre conseil départemental, conseil régional, ou plutôt conseil général, par exemple, une personne va dire conseil général pour dire conseil régional. Bref, c'est flou pour les gens qui sont en dehors de la territoriale, donc forcément pour les élections, ça pose des questions. Mais du coup, la solution, est-ce que c'est de dire, bon, le système est compliqué, donc on va faire un seul vote pour tous les niveaux de collectivité, mais par contre, les gens vont continuer à pas comprendre ce que font les régions, les départements, les communes, plus les intercos. Ou alors, l'idée, c'est de se dire non, les élections de chaque strate de collectivité, c'est un moment démocratique important, avec des enjeux importants. Donc ça veut dire que la population a le droit de s'exprimer sur ces enjeux. Simplement, le travail est plutôt de simplifier ces strates administratives, d'en finir une bonne fois pour toutes avec les doublons de compétences, par exemple, d'exprimer clairement les choses auprès des citoyens pour qu'ils puissent se saisir vraiment de ces enjeux et pouvoir voter en âme et conscience. Bien sûr, ce n'est pas le même niveau de travail. Dans la proposition que moi je fais, on est sur un travail beaucoup plus conséquent, un travail de communication, un travail aussi de simplification peut-être administrative, un vrai travail aussi de fond sur les compétences, répondre une bonne fois pour toutes à la question qui fait quoi. Alors que là, sur ce type de proposition, on ne se pose pas de questions sur le système, on fait juste on transforme les votes locaux, les débats locaux, les débats démocratiques en un seul rendez-vous, un seul vote. Et personnellement, je ne pense pas qu'on puisse vraiment traiter du fond des choses lors d'une seule élection. L'information va être complètement floue, puisqu'il y aura plein d'enjeux en même temps. L'enjeu, par exemple, de la compétence économique, du développement économique lié aux régions. Il y aura aussi le débat sur le social, parce qu'il y aurait les élections départementales en même temps. Il y aura aussi tous les débats sur vraiment ce qui se passe à l'échelle de la commune, avec par exemple les projets de construction, de salles de sport ou voilà, de choses comme ça. Bref, pour moi, ça risque plus d'être le bordel qu'autre chose, même si de prime abord, la proposition peut paraître intéressante. Moi, je trouve qu'elle est même dangereuse. Bon,
pour les questions de flou dont je viens de te parler, mais surtout parce qu'elle éloigne encore un peu plus les citoyens du débat démocratique, du débat politique, même si je ne dis pas qu'aujourd'hui c'est idéal. J'ai bien conscience qu'aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes, notamment de lisibilité par rapport aux échelons locaux, mais pour moi le fait d'organiser une seule élection locale, ça ne résout pas le problème. Bien au contraire, je trouve que ça l'amplifie. Bon, après cette petite tirade, tu as peut-être l'impression que je suis complètement fermé. Je t'avoue que non, c'est pas, même si là de prime abord mon avis est celui-ci. Je te laisse me dire en commentaire si toi tu penses le contraire, si tu penses que c'est une bonne idée. Je prends tout argument qui irait dans le sens du député. Voilà, je te laisse me dire en commentaire pourquoi toi tu penses que c'est plutôt une bonne idée. Et enfin, un dernier article sur Public Sénat, juste pour nous dire que le Conseil constitutionnel a validé le report du second tour des élections municipales. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Est-ce que constitutionnellement, on est bon sur ce report du deuxième tour? Notamment, il y a 2 QPC qui sont encore en suspens, donc un peu plus technique. Je te laisserai aller voir si ça t'intéresse. Tu peux taper Conseil constitutionnel sur Google, tu vas sur l'onglet Actualité et tu verras, il y a des articles qui parlent de ça. Là, juste, bon, l'info principale que je peux te donner, c'est que donc ce second tour reporté au 28 juin est bien constitutionnel, selon les sages, puisqu'ils nous disent que ces dispositions permettent, contrairement à l'annulation du premier tour, de préserver l'expression du suffrage lors de celui-ci. Voilà, ce qui a été exprimé lors du premier tour est validé, d'autant plus que celles-ci sont, on nous dit, justifiées par un motif d'intérêt général. Bon voilà, puis on nous dit qu'il y a des dispositions aussi qui vont dans le sens d'une bonne constitutionnalité, si je puis le dire ainsi. Mais voilà, du coup, l'information principale, c'est ça. Après, je pense qu'on n'a pas fini d'en entendre parler, donc la semaine prochaine, il est possible que je t'en reparle dans Actu Territorial. Et si je t'en reparle pas, n'hésite pas à checker ça, parce que ça peut être une question lors d'un oral. Donc à suivre quand même sur ces 2 QPC, ces 2 questions prioritaires de constitutionnalité. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine. J'espère que tu as appris 2-3 trucs comme d'habitude, que ça te fait réfléchir. Le but, c'est pas forcément que tu sois d'accord avec moi. C'est vraiment le but quand je te donne mon avis, c'est que tu réfléchisses toi-même à la question. Après que tu ailles dans mon sens ou pas, c'est pas le principal. Le truc, c'est vraiment que tu sois pas désarmé si jamais on te questionne là-dessus, que tu aies déjà un peu réfléchi à la question. Et comme ça, tu peux avoir une discussion intéressante avec le jury. Un dernier truc, si tu n'es toujours pas inscrit à ma newsletter, je t'envoie en fait tous les dimanches un édito. Là, cette semaine, ça va porter sur le livre d'Éric Kerrouche, Le blues des mers. Eh bien, tu as un lien en dessous de la vidéo, dans la description, pour pouvoir recevoir mon prochain mail de dimanche. Merci pour ton attention et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!